Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir. C'est le sprint, ça y est, pour les candidatures aux primaires socialistes. Aujourd'hui, Ségolène Royal a confirmé sa candidature. Mardi, on attend celle de Martine Aubry. Et vous nous confirmez ce soir que vous êtes bien candidat? Je suis évidemment candidat à la présidence de la République à travers ce formidable dispositif que sont les primaires. Qu'est la primaire? C'est-à-dire, nous offrons la possibilité aux Français, à des millions d'entre eux, de choisir notre candidat. C'est une révolution démocratique dont je crois on n'a pas encore vu suffisamment les effets dans notre vie politique. On parlera des primaires tout à l'heure, mais si je vous posais la question, c'est parce que pendant un moment vous étiez rangé derrière Dominique Strauss-Kahn. Le fait qu'il ne soit plus présent dans la compétition vous a fait changer complètement d'option? Je pensais que Dominique Strauss-Kahn, mais comme beaucoup d'autres, qui le pensaient aussi, représentait une équation politique qui nous permettait de gagner. D'abord, d'être présent au second tour, ce qui n'est pas évident quand on regarde les enquêtes d'opinion, quand on sent le pouls du pays, la crise économique, la crise morale, la crise politique, et parce que à la fois son expérience, la place qui était la sienne au FMI, sa capacité à rassembler au-delà même des rangs de la gauche. Et c'est essentiel pour gagner l'élection présidentielle. Oui, nous pensions, et nous étions nombreux, qu'il était le mieux placé. Il n'est plus là. Et moi, j'essaie de répondre à la seule question qui vaille. Quel est l'enjeu de cette élection présidentielle? Moi, je suis convaincu que nous sommes dans un moment peut-être aussi important que celui de 1945. Après la libération, l'enjeu pour notre pays, quelle place pour la France dans le monde, pour que nous ne soyons pas spectateurs de la globalisation économique? Quelles réformes, quels efforts pour les Français, comment les partager? C'est à toutes ces questions-là qu'il nous faut répondre et c'est l'enjeu du débat et de la primaire et évidemment de l'élection présidentielle. On va en parler. Vous avez les parrainages nécessaires pour vous présenter? J'aurai les parrainages à partir du 28. Ils doivent être déposés avant le 13 juillet. Donc j'aurai les parrainages. Pas besoin de s'énerver. Je sens bien que, et c'est normal, parmi les responsables du Parti socialiste et leurs élus aussi, il y a un doute, une inquiétude sur le moment, mais la primaire ne doit pas faire peur. Et moi, j'appelle tous les élus, tous les maires, à donner leur parrainage à ceux et à celles, parmi les responsables du Parti socialiste, qui souhaitent porter leur voix originale et leur contribution au débat pour gagner. Une question liée à l'actualité. La France a été sidérée par la violence que l'on a vue. Cette pauvre jeune fille battue à mort par un camarade d'école. Cette malheureuse joggeuse raptée puis assassinée. Est-ce qu'un chef d'État doit s'adresser aux Français dans ces circonstances? Et si oui, que doit-il leur dire? Ce sont des situations insupportables et j'ai toujours du mal à en parler parce que je pense à ces victimes, aux familles, aux amis, aux populations qui connaissaient ces jeunes femmes. Donc l'exploitation à des fins politiques est toujours quelque chose qui me révulse. Mais disons les choses clairement. En 2002 et en 2007, la droite, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, ont gagné sans aucun doute sur la question de la sécurité. Peut-être parce que la gauche n'avait pas su répondre à cela. Si de tels événements s'étaient produits, ils se sont produits d'ailleurs, en 2002 et en 2007. Quelle exploitation politique aurait été faite à ce moment-là par la droite? Et je veux dire par là que, contrairement à la promesse de Nicolas Sarkozy, la violence sur les personnes, ces faits insupportables n'ont évidemment pas cessé. Ça veut bien dire que l'autorité, la sécurité, la lutte contre la violence au sein de l'école, nous en reparlerons, comme autour de l'école, doivent être les priorités. Et moi j'ai la conviction que la gauche est davantage mieux préparée pour lutter contre cette insécurité de l'école, dans la rue, par les moyens qu'il faut mettre dans l'éducation nationale comme de la police. Et au sein de la gauche, je suis celui qui suis le mieux préparé pour répondre aussi à cette question de la violence. Vous aurez l'occasion de parler de la sécurité et de l'école au cours de cette émission. L'école, vous aurez un débat avec Valérie Rousseau-Debord, députée de l'UMP. Eh bien, tout ce que vous venez de dire tombe bien parce que justement, on a baptisé cette émission Manuel Valls, l'iconoclaste du PS et quelqu'un qui vous connaît bien, un ami à vous, un violoniste, nous a expliqué pourquoi vous étiez iconoclaste. Ça me fait penser un peu au cheval de Troie. Je crois qu'il met du virus dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Il met du virus dans le système. Il y va par petits pas, par dose homéopathique. Mais c'est ça qui est intéressant. On ne peut pas tout changer d'un coup, d'un seul. Il faut mettre du virus dans le PS, il faut secouer le PS. Je ne suis pas sûr que Didier utilisait exactement le bon mot. C'est un ami, c'est un formidable musicien.
Le monde a formidablement changé. La globalisation offre à la fois des atouts et en même temps crée des peurs, parce qu'on voit les inégalités qui ne cessent de se creuser, et notamment dans notre pays, avec le sentiment que les riches sont davantage plus riches, les pauvres encore plus pauvres, et les classes moyennes ne voient pas leur avenir. Face à cela, les réponses sur la base du monde de hier, sur les clivages politiques traditionnels entre la gauche et la droite, ne sont pas adaptées. Et moi, je plaide, parce que je pense que c'est la gauche qui est la mieux capable de lutter contre les inégalités pour que celle-ci change profondément. Et donc, il n'y a aucun sujet qui est tabou. Et la gauche, elle a besoin de gens comme moi, qui, depuis des années, sur la question de la lutte contre l'échec scolaire, sur la priorité qu'il faut donner aux banlieues, sur le fait que c'est insupportable dans ce pays d'avoir des ghettos territoriaux, socioniques, une partie de la jeunesse, notamment celle issue de l'immigration, qui est en dehors du coup, l'ascenseur social qui ne marche plus, les élites qui se sont accaparées économique, politique, sociale et culturelle, le pouvoir depuis des années. Donc il faut changer. Et quand on change, ça dérange. Mais moi, je ne suis pas un marginal, je ne suis pas un imprécateur solitaire, je ne suis même pas, Olivier Mazerolle, un iconoclaste, je suis un homme de gauche, un socialiste depuis des années, qui a envie de convaincre que la gauche doit changer pour que la France change, et parce que je suis convaincu que la gauche est la plus adaptée pour affronter les grands défis, mais à une seule condition. C'est qu'elles disent la vérité aux Français sur les réformes qu'il faut faire, sur les marges de manœuvre qui sont les nôtres à cause des coûts, à cause des marges financières qui sont faibles, et donc comment on va le faire avec les Français. On a entendu Nicolas Sarkozy, pas plus tard qu'il y a 48 heures, sous-entendre que si les socialistes revenaient au pouvoir avec le programme qui est le leur, la France se trouverait très rapidement dans la situation de la Grèce. Mais, promesse sans moyens. Mais la France est déjà en très grande difficulté à cause de la dette qui a explosé, de l'endettement qui est celui de la France, de l'État. Comment vous compensez cette dette? Comment vous la contrez? Didier Migaud, qui est un socialiste d'origine, qui est maintenant président de la Cour des comptes, dit qu'il faut accélérer la réduction de la dette. Comment vous, socialistes, vous pourriez accélérer la réduction de la dette française? Bien évidemment qu'il faut continuer à réduire les dépenses. Bien évidemment, on a besoin de réduire les dépenses sans doute de 20 milliards. Et nous le savons. Et continuer à couper dans les effectifs de la fonction publique? Le dispositif de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite met en cause notre pays, non pas uniquement les services publics et son État, mais ce qu'est véritablement la France. Qu'est-ce qui se passe avec ces écoles que l'on ferme, ces infirmières dont on manque dans les hôpitaux, ces policiers qui ne sont pas présents sur le terrain, cette justice qui ne va pas parce qu'elle n'a pas suffisamment de moyens? Ça veut dire qu'il faut des priorités. Voilà, je vous en ai donné. Mais où fait-on des économies? Justice, école, culture, parce que c'est l'avenir, voilà les priorités. Il faut faire des économies. Et il faut les faire par la réforme de l'État, mais pas par en haut, par la décentralisation. Et moi, je prône un transfert massif de compétences et de fiscalité vers les collectivités territoriales. Il faut que notre pays, au fond, ressemble à ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur la dynamique de ses territoires et de ses villes. Et donc, il faut une réforme de la fiscalité nationale et de la fiscalité locale. Ce que l'État ne dépenserait plus, est-ce que les régions ne vont pas le dépenser? Est-ce que finalement on ne va pas avoir des impôts de même nature, globalement? Mais s'il y a une réforme profonde, comme les socialistes le proposent, de l'impôt sur le revenu, qui serait couplé avec la CSG, afin que tout le monde paye l'impôt, que l'impôt soit à la fois progressif et que l'assiette soit la plus large possible. S'il y a une véritable réforme de la fiscalité locale, et ça va être aussi ma marque de le dire pendant toute cette campagne de la primaire, parce qu'on a besoin de donner des moyens aux collectivités territoriale. Si on s'attaque à ces niches fiscales qui représentent 70 milliards d'euros, qui sont des manques à gagner, si on met en cause la politique fiscale qui a été celle de Nicolas Sarkozy, qui a été favorable aux plus fortunés de ce pays, et qui donne le sentiment, ce n'est pas qu'un sentiment, c'est la réalité, aux Français que ce sont toujours les mêmes qui payent, eh bien, si on dit la vérité, réduire des dépenses publiques, réforme de l'État par la décentralisation, réforme de la fiscalité, lutte contre les niches fiscales, alors à ce moment-là, évidemment, nous pourrons répondre aux défis. Mais évidemment, il y a une question fondamentale derrière cela. Comment on soutient la croissance? Et c'est pour ça que la priorité doit être à l'innovation, à la recherche, au PME-PMI, à l'économie de la connaissance, à la formation de nos jeunes et de nos salariés. Une question qui concerne beaucoup les gens, tout le monde en fait, en plein été, parce qu'on utilise sa voiture. Il y a quelques temps, dans un livre, c'était il y a 2-3 ans je crois, vous étiez prononcé pour une essence chère. Le candidat est pour une essence chère? Mais là aussi, il faut dire la vérité aux Français. Le coût de l'énergie
le coût de l'essence comme de l'électricité, mais elle va augmenter si on ne prend pas un certain nombre de mesures. Je m'étais même prononcé pour une taxe carbone, parce qu'on a besoin de changer les modes de consommation, on a besoin de préparer l'avenir, l'après-nucléaire, l'après-pétrole. Donc là aussi, il faut un discours de vérité. Si nous ne tenons pas un discours de vérité sur l'état des finances publiques, ou sur l'énergie, ou sur les réformes qu'il faut faire à condition qu'elles soient expliquées, que le responsable politique joue pleinement son rôle de pédagogue, qu'elles soient comprises parce qu'elles vont être justes. Si nous ne faisons pas cela, alors le Front National sera en tête. Il sera présent au second tour. L'abstention sera massive. La rupture entre les Français et leurs dirigeants politiques sera dramatique. Et c'est pour ça que je vous disais, Olivier Mazerolle, il y a un instant, que cette élection présidentielle est particulière. Et la primaire, le débat entre les candidats socialistes, de manière fraternelle, mais en même temps lucide et exigeante, doit traiter de cette question. Ça n'est pas une petite partie de campagne, ça n'est pas uniquement une manière de désigner celui qui apparaît le mieux à la télévision. Ce sont les enjeux de la France qui doivent être posés et les réponses que nous devons y apporter avec ce langage de vérité, avec la volonté de réforme juste et avec la volonté de remettre la République en ordre, parce que le président de la République a mis notre pays dans le désordre et a blessé profondément la France et les Français. Une question d'actualité également, la fraude sur le bac. Est-ce qu'il faut supprimer le bac, en arriver finalement à un contrôle permanent, et est-ce que Luc Châtel a pris la bonne décision en disant on va répartir les points de la première épreuve sur les 3 autres épreuves? On ne va pas polémiquer avec le ministre de l'Éducation. Il a sans doute pris la bonne décision. Il y avait une autre manière de le faire. Et pourquoi pas? C'était de refaire l'exercice de maths. J'ai 2 de mes enfants, enfin, ma belle-fille et l'un de mes garçons, qui passent le bac. Et une était concernée par cela. Bon, il faut trouver une solution. C'est sans doute la meilleure qui a été trouvée. Mais alors, supprimer le bac? Non mais... quel drôle de pays. On veut supprimer ce qui est on entend des voix qui s'élèvent pour dire... On peut y mettre éventuellement un peu de contrôle continu, mais ce dont notre pays et notre système éducatif, nous allons en parler là aussi dans un instant, a besoin, c'est de tracer une perspective, c'est de permettre à tous les enfants de ce pays d'avoir une chance demain de réussir, quelle que soit la filière qu'ils prennent. C'est d'avoir enfin un système d'orientation qui fonctionne réellement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est d'arrêter cet échec scolaire qui est insupportable et qui touche notamment les enfants des familles, des classes moyennes et des couches populaires. Mais nous avons aussi besoin d'une forme de sélection et le bac est de ce point de vue-là absolument nécessaire. Il faut que chacun, en fonction de ses études, puisse être sanctionné et donc il faut évidemment, même si on peut évidemment l'améliorer, le réformer, il faut garder le bac. Moi, vous savez, je suis très attaché à l'école de la République. Ce que je suis, je le dois évidemment à mes parents, mais je le dois beaucoup à l'école de la République. Moi, le fils d'Espagnol, moi, le député naturalisé, moi qui ai décidé de devenir français, je sais ce que je dois à l'école de la République. Et nous avons besoin de maîtres, de professeurs de grande qualité, nous avons besoin aussi d'un bac qui fonctionne. La chaîne du Qatar, Al Jazeera, vient de racheter la possibilité de transmettre les matchs du championnat de France de football. Elle va donc la saison prochaine en transmettre plusieurs, chaque week-end. Ça vous gêne ? Non, ça ne me gêne pas. Le football fait partie de cette globalisation économique. Il y a des investisseurs importants qui sont dans le football. Il y a des alliances entre le public et le privé. Si les règles sont claires, ça ne me gêne pas. Vous savez, moi je suis un homme de mon temps. J'aime beaucoup le football. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une bonne équipe de France, des clubs de Ligue 1 qui soient performants. Et si cet argent le permet, pourquoi pas? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un retour sur investissement. C'est que tous ces amateurs, tous ces bénévoles... J'étais encore hier dans ma circonscription, dans la ville de Lys, en train de remettre des coupes à des gamins qui avaient fait des matchs de très grande qualité. Je souhaite aussi qu'on trouve les moyens de soutenir davantage le football amateur, le sport, là où tous ces bénévoles se crèvent la paillasse pour faire en sorte que leurs mômes puissent pratiquer un sport dans de bonnes conditions. Avant de parler plus précisément des primaires, une dernière question qui concerne le chef d'État potentiel, l'Afghanistan. 63 morts français depuis hier, un retrait progressif annoncé. Est-ce qu'il aurait fallu annoncer un retrait total? D'abord, je pense à ces hommes, à ces femmes qui se battent pour la France et pour nos valeurs en Afghanistan. Et nous avons essuyé, évidemment, et nous le savons, vous venez de le rappeler, des pertes nombreuses. J'aurais souhaité, moi, que la France, après notamment la fin de Ben Laden,
prennent une position autonome. Là, nous donnons le sentiment de courir derrière la décision juste de Barack Obama. Et je pense que notre retrait doit être accéléré. Aujourd'hui, nous n'avons plus rien à faire en Afghanistan. Parce que pendant un moment, vous étiez même pour l'envoi de renforts français en Afghanistan. À partir du moment où les missions étaient claires, il fallait évidemment avoir un certain nombre de moyens supplémentaires. Mais aujourd'hui, dans cette guerre qu'on ne peut ni perdre ni gagner, alors que nous savons que le problème dans cette région-là, la lutte contre le terrorisme et pour l'équilibre de la région, se passe essentiellement au Pakistan, nous n'avons plus rien à y faire. On va passer à la deuxième séquence de cette émission, le reportage.